Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue sur le Café Rentable pour une nouvelle émission et ça va être un format un peu sympa aujourd'hui, enfin comme d'habitude, hein, Tout à mais fait. nouveau format. Aujourd'hui, on va voir le fonds d'investissement, la stratégie de long equity. On avait fait un peu ça sur Bill Ackman. Bon, Ce livre. c'était pas tout à fait le même format dans le sens où Bill Ackman, c'était pas une review de livre, mais plus sa stratégie en tant qu'investisseur. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que ça regroupe un peu les deux. On va vous parler du livre de long equity et de pourquoi vous devez absolument le lire. Et également, on va vous parler du fonds long equity, de ce que c'est et de leur stratégie. Alors, Peut-être pour euh, commencer. Donc toi, ouais, comment tu as découvert long equity, Jean? écoute, comment j'ai découvert Long Equity? Tout simplement en écoutant le podcast de chercheurs de valeur, donc quand c'était animé par Xavier Delmas et Victor Ferry, mais ça s'est arrêté. Voilà, j'ai découvert ça là-dedans. C'était dans la section valeur, donc c'était dans les 10 dernières minutes du podcast. Xavier Delmas, qu'est-ce qui lui avait apporté de la valeur? C'est la question de Victor Ferry, et lui a dit, bah écoute, j'ai découvert un fonds d'investissement qui dit à peu près toute sa stratégie, et c'est un fonds d'investissement axé plutôt quality, donc la même vision de Delmas et un peu notre vision à nous deux aussi. Donc je me suis dit, bah écoute, on va aller faire un petit tour sur Internet et tout. Donc sur le site internet longec.com, hein, LONGEQ.com, Et vous aurez le lien en longec.com, description, hein, si jamais. ouais. Et en fait, bah, révélation, mais en fait à demi révélation. Pourquoi? Parce que tout est en anglais, donc c'était une super révélation, mais j'aurais pu aller plus loin et j'ai un peu laissé ça en suspens. Et en fait, je suis revenu un peu là-dessus, mais on va en reparler quand tu vas présenter, je pense. Tout à fait. Voilà. C'est comme ça que j'ai découvert ça. Et toi, Hugo, comment tu as découvert Bah écoute, moi j'ai découvert grâce à toi, qui m'a parlé de long equity au détour d'une conversation, et tu m'as dit il faut absolument que tu regardes parce qu'ils ont une stratégie qui est très similaire à ce que tu fais. Donc je suis allé regarder et j'ai vu qu'ils faisaient un livre, donc je me suis dit bah écoute, on va commander le livre. Donc mais j'ai mis pas mal de temps à le commander, hein. Je crois que j'ai mis 3 mois entre le moment où j'ai découvert long equity et pour commander le livre. et Parce que moi le un an et livre, demi du coup. voilà, parce que le livre notamment est en anglais. Et c'est un point qui me freinait au départ parce que j'avais pas du tout l'habitude de lire des livres en anglais, tu vois. Autant j'avais l'habitude d'écouter du contenu en anglais et de regarder, enfin personnellement je regarde tous les films, séries, tout ça en VO. Donc j'écoute quasiment tout toujours en anglais, tout simplement parce que les films et séries sont souvent anglais, en fait, tout simplement. Bon après l'avantage quand t'écoutes en VO, c'est aussi que quand c'est de l'allemand, tu vois, t'écoutes de l'allemand, bon, c'est un peu moins sexy à entendre, mais bref. Ouais. Donc j'avais Lu. l'habitude de Ah oui. Ouais, j'avais l'habitude de tout Non, écouter en anglais, mais j'avais encore jamais lu de livre en anglais, donc je me suis dit, tu sais quoi, je vais passer le pas parce que c'est un livre qui a l'air assez court. Donc je l'ai commandé, et en fait, je me suis aperçu que je l'ai lu d'une traite. Franchement, j'ai dû le lire en 3 jours. Il fait 150 pages, et je me suis dit, putain, mais en fait, j'arrive à lire un livre en anglais, alors peut-être pas sans problème, hein, je vais pas me jeter des fleurs non plus, mais j'ai compris genre 95%, 98% du livre. Les quelques mots que tu comprends pas, en fait, t'as juste à aller chercher sur Google ou à demander à ChatGPT et tout va bien. Et, euh, et ça a débloqué 2 cases. Déjà, c'est le livre qui m'a fait le plus progresser sur l'investissement en rapport prix, compétences, nombre de pages. C'est le meilleur rapport qualité prix, compétences, nombre de pages que vous pouvez trouver sur le marché. C'est il a incroyable la 17. densité Ouais. d'informations qu'il y a dans le livre. C'est un manuel de l'investisseur quality growth, donc qualité croissance. Et surtout, pour moi, ça a débloqué la case du bah, c'est bon, je peux lire des livres en anglais. Donc maintenant, j'achète tous mes livres d'investissement en anglais. Pourquoi? Parce que bah, en fait, ils y sont tous. Le problème du français, c'est qu'on a peut-être 10% des livres d'investissement qui sont traduits en français. Et encore, je suis peut-être généreux quand je dis 10%. Ouais. Euh, voilà, donc si C'est on les veut être, gros noms, tu vois, l'investisseur intelligent, etc. Mais voilà, vas-y, on va pas faire de value comme en 1946. Tu vois. exactement. Et tous les livres un peu modernes, un peu pointus sur l'investissement, bah, ils sont en anglais, ils sont pas traduits en français, et ça c'est un vrai problème. Si on parle pas anglais, on est limité dans notre sphère de compétences. Donc voilà, moi maintenant je me force à acheter même les livres qui sont traduits en français, je les achète en anglais justement pour me forcer à lire les livres d'investissement en anglais. Bref, donc du coup c'est grâce à toi, et du coup je t'ai fait acheter le livre. Est-ce que tu peux nous en parler?
Ouais, absolument. Alors juste pour rebondir là-dessus, même pour ceux qui ne veulent pas acheter le livre parce qu'ils ont vraiment trop de mal avec l'anglais ou ils ont trop d'appréhension, ce que je vous conseille vraiment, vraiment de faire, c'est de quand même aller sur longequity.com. Pourquoi? Parce que il va y avoir beaucoup de slides. En fait, dans leur site internet, ils vont expliquer tous les modèles mentaux, pourquoi ils ont ces actions en portefeuille, parce qu'ils partagent toutes, ils partagent en toute transparence, vraiment en transparence à 100% sur leur portefeuille partagé tous les mois, donc avec le détail de leur position, et cetera. Et sur leur site, bah, vous allez tout trouver, grosso modo, les grandes lignes qui vont être expliquées dans le livre. Mais voilà, il y a au moins, je pense, 150 slides par dossier, enfin plusieurs dossiers de plusieurs vingtaines de slides chacun. Et c'est très, très intéressant. C'est vraiment bah, moi, c'est ce que j'avais regardé, en fait. Et après, donc j'en ai parlé à Hugo. Hugo a acheté le livre. Après, je me suis dit: «Ah putain, mais en fait, ça a l'air d'être vraiment sympa ce livre». Donc je l'ai acheté et en fait, bon, bah, tout simplement, mon avis sur ce livre, et bah, comme tu as dit, c'est pas un livre, hein, ça, c'est pas un livre. En fait, c'est vraiment un manuel. Il est simple et rapide à lire pour vous dire, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris mon téléphone, je lisais une page en anglais pour apprendre un peu plus l'anglais et après, je faisais Google Trad dessus et je relisais cette page-là en français cette fois. Et bah tu vois, toutes les toutes les 4 pages, bah, je prenais des notes. Comme ça, alors une note en français bien évidemment, hein. Et comme ça, c'est super Mm. vraiment intéressant. Ça te rentre vraiment faut vraiment s'en inspirer, vraiment. Faut comprendre et faire en fait leur méthode. C'est une méthode qui est vraiment impressionnante. Donc je vous recommande dans ce livre voilà, les concepts, la méthodologie, la façon d'utiliser les free cash flow, les analyses de société, tout va être expliqué pour que l'on puisse le faire de chez nous. Tu vois, c'est pas des trucs trop particuliers. Tu vois, ils vont pas commencer à prendre le revenu locatif décroissant de LVMH. Pourquoi? Non, les trucs. Tout ce qu'ils utilisent, vous allez pouvoir le faire de chez vous, sans être expert comptable forcément, et c'est ça que j'ai vraiment apprécié. Donc comme je vous ai dit, hein, c'est un fonds d'investissement qui est 100% transparent. Le portefeuille, tous les mois, vous l'avez. Le détail des positions, pourquoi ils les ont en position, vous l'avez. La méthodologie, enfin leur méthodologie quantitative, elle est expliquée de A à Z. Et franchement, moi, ça m'a Mm. vraiment ouvert les yeux. Et, et de toute façon, ça en découle au fur et à mesure un peu dans mes vidéos YouTube. J'essaie de reprendre plusieurs thèmes qui sont abordés dans ce livre ou même sur leur site internet et de les expliquer dans mes petites vidéos sur YouTube. Carrément, carrément. Et ce qu'on peut dire également à propos du livre, c'est que, un, je vous le conseille à tous, même si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais. Essayez de vous forcer à le lire en anglais et ensuite, comme a fait Jean, à prendre en photo. Vous pouvez l'envoyer directement à ChatGPT. Maintenant, vous avez l'application mobile ChatGPT, vous prenez en photo, il va tout vous traduire. Ça va être extrêmement rapide. Et l'avantage de ChatGPT, c'est que s'il y a des termes que vous comprenez pas, vous pouvez lui demander de vous les expliquer. Donc vraiment, servez-vous des outils, servez-vous de ChatGPT. Et je vous encourage vraiment à essayer de vous forcer à apprendre l'anglais si ce n'est pas déjà le cas, parce que vous allez énormément progresser en tant qu'investisseur. Et ce livre nous donne toutes les clés. Et en fait, le seul point difficile qui reste après avoir lu ce livre, c'est de trouver les données. C'est le point le plus compliqué. Mais heureusement, petit instant pub, pour ça, vous avez l'application IQ Invest. Et dans Et, l'application IQ Invest, justement, je mets toutes les données qui sont mentionnées dans ce livre. Donc vous avez tout à votre disposition sur l'application. et c'est vrai, c'est pas pour et pour le coup, hein, les amis, c'est vraiment pas pour lui faire des louanges, etc. Parce que on se connaît même avant le site internet, hein, avant l'arrivée du site internet avec Hugo. Mais au début, tu vois, ton application était bien, mais quand même légère sur certains points, tu vois. Et avec les nouvelles fonctionnalités que tu as sorties, surtout, tu sais, l'analyse quantitative, attends, Oui, avec les tu sais, graphiques. avec les graphiques, etc. Et les bilans, surtout parce que c'est compliqué d'avoir, tu sais, tous les bilans, tous les comptes de résultats sur 10 ans. Et ben avec ça, vous pouvez faire tous vos calculs maison et surtout, bah, tout ce qui est, tu vois, notamment le free cash flow per shares, enfin, le free cash flow return on capital, tout ça, bah, il y a plus besoin de le calculer. C'est intéressant de savoir comment est fait le calcul, mais avec l'application, vous pouvez avoir toutes ces informations. Moi, personnellement, avant, j'utilisais pour faire mes analyses d'action peut-être 20-30% de ton application. Je pense que maintenant, et je faisais ça, après c'était beaucoup Zone Bourse. Et tu vois, Zone Bourse, bah,
on en parle souvent, mais moi j'ai résilié mon abonnement pour prendre un autre abonnement. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je fais beaucoup de Seeking Alpha, un autre site américain, mais pas du tout dans le même système que toi. Ouais, ils sont Et pas ton vraiment dans application. le côté quantitatif donné. Le point fort de Seeking Alpha, c'est Non, vraiment les analyses du des infos. fondamental. C'est l'aspect communautaire. C'est beaucoup de Ouais. fondamental et ça permet d'être exposé à un peu, tu vois, beaucoup de contre-avis parce que tu as ton avis sur une société, mais en fait, quand tu vas lire les autres actions, c'est ça aussi, c'est la remise en doute. On se dit, ah putain, ils ont peut-être pas tort en fait, et c'est vraiment intéressant. Et par contre, ton application, bah, ça me sert à tout ce qui est le côté quantitatif, qui est une bonne partie quand même de mes analyses d'actions, et moi je le fais directement sur ton application pour du coup elle est complète. C'était pas un instant pub pour ma part, là c'était vraiment ce que je pense réellement et objectivement sur ton application. Donc en tout cas, bah, merci pour ton boulot et puis Mais écoute, merci à toi de l'utiliser, hein. Mais c'est vrai que personnellement, je la développe vraiment dans l'optique. Alors c'est peut-être un peu biaisé, je sais pas, mais je me dis, je suis moi-même investisseur. C'est un outil dont je me sers et je le développe dans cette optique-là en me disant qu'est-ce que j'ai besoin en tant qu'investisseur pour avoir accès à des données plus facilement et être plus efficace dans mes analyses et mes investissements. C'est dans cette optique-là que l'application est développée. Alors évidemment, des fois, ça peut être un peu biaisé parce que les ratios qui sont utilisés sont les ratios que personnellement j'utilise, mais elle va évoluer petit à petit pour avoir plus de personnalisation et de flexibilité. Ouais, puis après, dans Mais l'esprit ouais, quantitatif, dans la page quantitative, il y a encore plein de ratios. Tu vois, si les gens veulent pas utiliser, je sais pas, toi tu utilises peut-être le ROIC, si les gens veulent utiliser le ROE, il est aussi disponible. Tu vois, après, ils font leur truc selon s'ils ont leur watchlist, enfin, s'ils ont leur, comment dire, s'ils ont leur checklist fondamentale et quantitative, ils peuvent très bien la faire via ton application. Il n'y a pas de, enfin, ouais. c'est gérable, quoi. Et effectivement, donc avant d'attaquer le vif du sujet, on peut peut-être parler de la stratégie rapidement de Long Equity. Donc c'est un fonds d'investissement privé qui gère un portefeuille d'actions de qualité composé d'entreprises affichant un rendement élevé sur le capital, donc un fort ROIC, un fort Return on Capital, une forte croissance du flux de trésorerie disponible par action, donc des free cash flow par action. Et ils sont investis dans des entreprises principalement cotées dans l'indice MSCI World Quality. Et également, ils ont des entreprises qui ont une note de moat, de wide moat de la part de Morningstar, donc de grande douve de la part de Morningstar. Ça, personnellement, c'est aussi un critère que j'utilise énormément et que vous pouvez retrouver gratuitement sur Interactive Broker. Toujours, je vous encourage à ouvrir un compte Interactive Broker, car même si vous ne vous en servez pas, vous avez accès à cette note de moat Morningstar de manière gratuite, et ça, c'est très très bien. C'est un Très portefeuille intéressant. concentré de moins de 10 valeurs, et le mec qui gère le fonds est anonyme. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas si c'est un mec, plusieurs mecs, c'est un fonds privé, et on ne sait pas qui est derrière. Ils sont complètement transparents, ils publient toutes leurs positions. Ils ont eu une performance annualisée de 9,9% depuis 2021, depuis le 1er octobre 2021, versus 8,7% pour le S&P 500. Donc la performance, ça dépend vraiment du point d'entrée aussi, mais le 1er octobre 2021, c'était juste avant le crash, donc forcément ça baisse un peu la performance globale. On peut noter que dans leur portefeuille en ordre, ils ont Nvidia avec 11,2%, Fair Isaac 10,2%, Constellation Software 10,1%, Applied Materials 9,2%, Mastercard 8,9%, Microsoft 8,7%, KLA 7,9%, Visa 7,7%, Novo Nordisk 7,6%, MSCI 6,9%, Cadence Design 6,9% et Fortinet 4,6%. Que des beaux noms, beaucoup de positions en commun. Moi, par exemple, j'ai Fortinet, MSCI, Visa, Microsoft, Mastercard en commun avec eux. Et dans ma watchlist, j'ai aussi Novo Nordisk et Constellation Software en commun avec eux. Est-ce que toi, tu as des positions en commun avec eux, Jean? Ouais, je vais avoir notamment Microsoft et Visa, Tout à principalement. fait. On peut noter qu'ils avaient aussi ASML, mais qui s'en sont séparés récemment. Et j'ai Ah ouais, le aussi mois dernier. personnellement envoyé un email à Long Equity. Ils ont une adresse email, donc je leur ai envoyé un email parce qu'ils parlaient dans une lettre des 12 positions qu'ils avaient gérées début 2024, fin 2023,
Avant, ils avaient à peu près 20 positions dans leur portefeuille. Maintenant, ils en ont plus que 10, 12. J'ai pas. Attends, ils en ont Ouais, c'est 1, ça. 2, 3, Ouais. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ils ont 12 positions. Et ils ont viré pas mal de positions en 2023. Mais ils donnaient pas les noms. Donc, je leur avais envoyé un email pour savoir. On vous mettra peut-être l'email à l'écran d'ailleurs pour ceux qui regardent la vidéo. Pour savoir donc quelles étaient les positions qu'ils avaient revendues en 2023. Et donc j'ai eu la réponse. Et ils ont revendu pour se concentrer sur leurs 12 plus fortes convictions, qui ont notamment des return on capital plus importants et des free cash flow, une croissance des free cash flow plus importante que la moyenne. Donc ils ont viré tous ceux qui étaient un peu en dessous de la moyenne de leur portefeuille. Donc on retrouve S&P Global, Moody's, L'Oréal, Alphabet, Intuit, Costco, Mettler Toledo, Texas Instruments, Technology One, Cerillion, FactSet, Qualys, Automatic Data Processing, donc ADP, Synopsys, Nemetschek et Diasorin, parmi les entreprises qu'ils ont revendues en 2023. Voilà un peu pour Long Equity. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire là-dessus, Jean? Non, non, t'as bien présenté Long Equity, merci. Alors là, nous, c'est parti en fait pour la vidéo, tout simplement. Ce qu'on va faire, c'est, il y a 7 chapitres. On va présenter, alors juste le dernier chapitre, le 7e chapitre, donc, ça va être la liste pour ceux vraiment qui ont aucune idée que de société. C'est tout simplement, t'as, ouais, voilà. Merci Hugo. Tu as à peu près une dizaine de pages sur des idées de société quality qui peuvent être intéressantes à chercher, à fouiller. Voilà. Donc on va principalement se focaliser chapitre par chapitre sur donc les 6 chapitres de Long Equity. Ça ne vous dispense pas d'aller sur leur site et ça ne vous dispense pas d'acheter leur livre. Nous, on fait juste un récapitulatif, ce qu'on en a pensé, ce qu'ils disent, et vraiment, je vous encourage vraiment à faire vos propres recherches dessus. C'est très très intéressant, vraiment, vous serez jamais déçus. C'est vraiment, je vous le garantis. Tout à fait. Et si vous voulez acheter le livre, d'ailleurs, pensez à passer par le lien qui est sur mon site. Si vous voulez, c'est un lien affilié à Amazon. Ça permet de soutenir un peu tout ça. Donc, tant qu'à l'acheter, c'est le même prix hein, pour vous, ça change rien. Mais pour nous, on a une petite commission. Donc, voilà, si vous voulez acheter le livre, par le lien qui est sur mon site dans la section ressources bibliothèque. Voilà. Et c'est Voilà. parti pour le premier chapitre. Vas-y, Jean. Donc tout simplement, le chapitre numéro 1, c'est commençons par le début, ça va être de générer des idées d'investissement. Et oui, parce que on le sait, vous le savez, il y a des milliers et des milliers d'entreprises qui sont cotées aujourd'hui. Donc tout simplement, comment les choisir, comment la choisir, cette fameuse action. Tout simplement, la question en conclusion, ça va être dois-je investir dans cette entreprise ou pas? C'est vraiment la seule question à la fin à laquelle vous devez y répondre. Donc, Long Equity dans ce premier chapitre vont présenter un peu leurs modèles mentaux. L'objectif ici, ça va être de transformer rapidement et précisément des informations complexes en informations exploitables. En gros, se séparer du bruit des marchés et prendre que l'essentiel. Parce que si vous regardez BFM Business toute la journée, si vous lisez tous les rapports, etc., au bout d'un moment, que ça soit les rapports de la Fed, les rapports de la BCE, etc., mais t'en peux plus, tu vois, la macroéconomie, etc. Franchement, c'est pas évident, ça part un peu dans tous les sens. Vous allez avoir des avis, des contre-avis. Est-ce que vous devez acheter cette action? Pourquoi vous devez acheter cette action? C'est pas évident de le savoir. Voilà. Donc voilà, tout simplement, l'objectif des modèles mentaux, ça va être de transformer rapidement et précisément des bonnes informations. Enfin, d'avoir que l'essentiel. Ensuite, quelque chose de très important pour Long Equity, ça va être de connaître la société. Donc, le business model, les concurrents, le marché, ses parts de marché de la société, les finances et sa valorisation. Et un exemple qui est très simple, l'industrie automobile, on trouve de tout. Peugeot, c'est très supérieur à Renault ou Peugeot, Ferrari. Pour vous donner un exemple très simple, le marché de l'industrie de l'automobile plutôt, on retrouve de tout. Et on le sait, Ferrari, c'est bien supérieur à Renault ou Peugeot. Donc c'est vraiment, voilà, c'est pas parce que, dans une industrie, on peut trouver de tout et il y a des entreprises bien meilleures que d'autres. Est-ce que tu veux nous présenter rapidement les 4 Ouais. caractéristiques? Ouais, effectivement, ils ont plusieurs caractéristiques. Au début, ils nous parlent notamment du CAGR et de la linéarité.
Donc ça, ce sont deux métriques assez intéressantes. Donc le CAGR, c'est tout simplement la croissance de l'action. Donc la Ça linéarité, va c'est être... tout simplement la linéarité de l'action. Donc est-ce qu'elle croît plutôt en ligne droite ou est-ce qu'il y a des grosses fluctuations dans le cours de l'action? Ils vont également nous parler donc de critères que personnellement j'utilise aussi beaucoup, à savoir la croissance qui se calcule notamment par la croissance des free cash flow par action, les rendements sur capitaux avec les free cash flow return on capital, le pouvoir de fixation des prix, donc le pricing power avec les free cash flow margin, et l'évaluation. Donc pour ça, eux, ils utilisent les free cash flow yield notamment pour l'évaluation du prix. Donc eux, ils sont vraiment full free cash flow et ils sont full free cash flow tout simplement parce que Long Equity nous dit que pour eux, les free cash flow sont la meilleure prédiction de performance et de croissance d'une entreprise à long terme. Et c'est quelque chose qui nous montre dans le livre avec un tableau rapidement. Mais en gros, si une entreprise a sur long terme, c'est-à-dire sur 10-20 ans, une moyenne de croissance de 20% des free cash flow, il y a de grandes chances que son cours de bourse fasse aussi 20% de croissance sur la même période. Alors évidemment, à court terme, il peut y avoir des fluctuations. C'est justement ces fluctuations de marché qu'on peut tirer, sur lesquelles on peut tirer avantage pour se positionner sur des entreprises décotées. Mais à long terme, la croissance des free cash flow par action tend à être identique à la croissance du CAGR, donc de l'action. Il faut également partir du principe que les gagnants continuent de gagner. Donc ça, c'est quelque chose que je vois souvent revenir en commentaire. Les performances passées ne présagent pas des performances futures, blablabla. Bla, bla, bla. Oui, ça c'est quelque chose qu'on vous a mis en tête en tant qu'investisseur depuis toujours. Oui, c'est vrai. Rien ne nous dit demain que Apple va continuer à faire de la croissance, mais il y a quand même des tendances dans le monde et une entreprise qui historiquement a eu un très bon track record et qui a eu tendance justement à gagner, à être la meilleure dans un domaine et le leader sur un marché, aura plus de chances de continuer à performer que l'inverse, qu'une entreprise qui a été mauvaise par le passé aura de chances de soudainement se retourner et de commencer à surperformer le marché. Donc attention, avec les performances passées ne présagent pas des performances futures, c'est vrai, mais ça c'est une phrase de conseiller en gestion patrimoine. Ce qu'il faut retenir, c'est que une entreprise de qualité, qui a été de qualité par le passé, a beaucoup plus de chances de rester de qualité dans le futur qu'une entreprise qui a été mauvaise par le passé. Et ça, je pense que n'importe qui peut arriver à cette conclusion. Également, il y a des actions avec des monopoles ou des duopoles qui sont souvent très intéressantes. On peut penser à S&P Global ou Moody's sur les agences de notation, Visa, Mastercard sur les paiements. On peut penser à ASML côté semi-conducteurs. On peut penser à McDonald's ou Burger King, par exemple, dans le monde des fast-food, Coca-Cola ou Pepsi dans le monde des sodas. Il y a vraiment des marchés comme ça qui sont monopoles, duopolistiques ou oligopolistiques avec assez peu d'acteurs qui peuvent être très intéressants. Et Ouais, juste. Et après, ouais, ce vas-y. que j'aime beaucoup dans ce chapitre aussi, c'est que Long Equity dit une phrase qui est vraiment excellente et je vous invite vraiment à bien y réfléchir. C'est que pour eux, les actionnaires de qualité, les actionnaires de qualité investissent et conservent leurs actions sur le long terme. Car car un actionnaire plutôt de qualité, c'est un investisseur qui est patient et sait plutôt que la capitalisation prend du temps. Donc voilà, soyez patient quand vous avez analysé une entreprise et quand vous avez mis des billes dedans, vous devez être sûr de votre entreprise et soyez patient. C'est pas parce que, je sais pas, Texas Instruments a sous-performé le S&P 500 qu'il faut la revendre immédiatement. Voilà, soyez patient, le temps est votre ami. Et pour ceux qui ont du mal à trouver des idées d'action, tout simplement, Long Equity dit bien, inspirez-vous des meilleurs gérants, Bill Ackman, je sais pas, Warren Buffett, etc. Parce que généralement, les bonnes idées, ça peut provenir d'eux et même directement de l'indice MSCI Quality Index, donc tout simplement l'indice qui suit les principales entreprises qualité, donc avec leurs critères qualité qui sont grosso modo ceux de Long Equity. Voilà, donc gros retour Tout sur à fonds de fait. capitaux. Il y a à peu près 300 entreprises dans la MSCI World Quality, je crois, donc vous avez de quoi vous faire plaisir si vous voulez les analyser une On a par de une. quoi analyser. Pour ce qui est du chapitre 2, ça va être la croissance calculée par les free cash flow per shares. Donc, tu as commencé déjà à un peu établir le sujet pour les free cash flow. Mais ici, l'objectif, ça va être de chercher des entreprises qui augmentent leur chiffre d'affaires en vendant toujours plus et en augmentant leur prix et des sociétés de plus en plus efficaces avec des free cash flow per shares, donc le free cash flow par action qui est en croissance.
Le principe très simple, hein, c'est que le chiffre d'affaires et le free cash flow per shares doivent augmenter ensemble. Et comme tu l'as dit, mais je pense que tu vas pouvoir rebondir dessus, hein, la meilleure métrique pour mesurer la croissance, c'est tout simplement les free cash flow per shares, donc les free cash flow par action. Ça va permettre notamment d'éviter les bulles et de mieux mesurer la création de richesse que l'entreprise produit. Le résultat net et le free cash flow, c'est deux concepts très différents. Un peut être comptablement pas truqué, mais être embelli, parce qu'un comptable va pas truquer les chiffres, mais peut embellir le résultat net d'une année à une autre, voire même de plusieurs années. Mais les free cash flow, c'est vraiment du concret. Il y a limite qu'une seule définition comptable pour mesurer les free cash flow, donc c'est quelque chose qui peut être moins embelli, enfin pas embelli du tout. Tu vois. Est-ce que tu veux un peu compléter là-dessus ou pas? Non, effectivement, c'est ça, hein, globalement, ce qu'il faut retenir dans les free cash flow, si on retrace un peu le flux de trésorerie d'une entreprise, donc son income statement, on a, premier point, les revenus, donc le chiffre d'affaires, qui va être grosso modo la quantité de produits vendus fois le prix, tout simplement. Donc si une entreprise veut augmenter son chiffre d'affaires, elle peut soit vendre plus, soit augmenter ses prix, d'où le pricing power important. On a ensuite les revenus bruts, qui sont donc le chiffre d'affaires moins les coûts de production, donc les cost of goods sales, donc moins la marge brute en fait globalement. Ça nous donne les revenus bruts. On a ensuite les revenus opérationnels, qui sont les revenus bruts moins les dépenses opérationnelles, donc ce qu'on appelle les OPEX, les operating expenses. Ça va être tout ce qui va être coût marketing, la vente, le personnel. Ça va être la R&D aussi par exemple, l'administration, la comptabilité, enfin tous les coûts opérationnels d'une entreprise qui servent pas à fabriquer les produits mais qui servent à faire tourner l'entreprise elle-même. Et ensuite, à cette marge opérationnelle, ces revenus opérationnels, on va leur soustraire les intérêts et les taxes qui vont nous donner donc les revenus nets. En sachant que dans les revenus nets, on a également les dépréciations et amortissements, choses qui sont donc qui peuvent un peu truquer les revenus nets. Donc les revenus nets, ce sont les bénéfices ou les earnings en anglais, donc un terme que vous retrouverez tout le temps. Et en fait, dépréciation, amortissement, on en a un peu parlé dans la dernière vidéo, c'est simplement le fait que si une entreprise fait un gros investissement en capex, donc par exemple une usine, elle va pouvoir l'amortir sur plusieurs années et donc lisser son coût d'achat. Et donc en fait, l'achat de cette usine ne sera pas comptabilisé sur une année, mais sur 10 ans, et sera étalé sur 10 ans. Globalement, c'est ça. Et l'avantage, c'est que ensuite, dans les free cash flow, c'est pas pris en compte parce qu'on a deux étapes supplémentaires pour calculer les free cash flow. On a l'operating cash flow, donc là on prend les revenus nets auxquels on re-additionne les dépréciations et amortissements et le change in working capital, donc en gros le fonds de roulement de Faire l'entreprise. le besoin en fonds de roulement. Exactement. Et ensuite, pour arriver au free cash flow, donc on prend l'operating cash flow et on lui soustrait les dépenses en capex. Et on arrive au free cash flow. Donc les free cash flow, c'est vraiment le flux de trésorerie disponible, donc c'est-à-dire le cash qui reste sur les comptes de l'entreprise à la fin de l'année, une fois qu'elle a payé 100% de ce qu'elle devait payer. Donc ça, c'est très très important à comprendre. Les free cash flow, c'est vraiment du cash. Absolument. C'est vraiment ce qui reste sur le compte en banque de l'entreprise. Et c'est pour ça que c'est la mesure la plus importante selon Longequity, parce qu'elle ne peut pas être truquée entre guillemets par les D&A, donc les dépréciations et amortissements, qui sont des manipulations comptables. Absolument. Et d'ailleurs, Long Equity, dans ce chapitre 2, vraiment pour trouver des entreprises avec des croissances de free cash flow par action qui sont élevées, eh ben, va nous inciter à plutôt nous tourner vers des entreprises non cycliques, hein, donc pas d'industrie, de banque ou de pétrolière, mais plutôt des entreprises qui proposent des abonnements à des prix abordables et à beaucoup de clients. On peut prendre l'exemple ici de Netflix, que l'on connaît tous, ou même Visa, parce que là, les clients vont être plutôt B2B, mais les clients vont être énormes. C'est quasiment toutes les banques qui font appel à Visa. Donc, voilà, ça peut être du B2C comme du B2B. Tout à fait. Et retenez qu'une entreprise, ouais, excusez-moi. Et Non, juste, non, il faut toujours retenir qu'une entreprise doit générer toujours plus de free cash flow, car avec ça, eh ben, elle va pouvoir racheter de potentiels concurrents, hein, faire du M&A, donc de la fusion-acquisition, racheter ses propres actions, solder ses dettes, donner un dividende et même réinvestir le cash. Donc, trouver des entreprises avec des dividendes, enfin, trouver des entreprises plutôt avec des free cash flow par action qui croient dans le temps au fur et à mesure des années, quoi. C'est là où, tout à fait. de toute façon, ça va se voir au niveau corrélation cours Tout à fait. free cash flow. Et pour vous illustrer la différence, vous avez des entreprises comme Texas Instruments, dont on a fait le deep dive la semaine dernière, que je vous encourage à aller voir,
qui ont des croissances, des earnings, donc des bénéfices qui sont toujours élevés, mais qui ont des free cash flow dans les choux, tout simplement parce que les capex ne sont pas pris en compte dans les earnings, alors qu'ils sont pris en compte, ou en tout cas ils sont pris en compte différemment via les dépréciations et amortissements, alors qu'ils sont pris en compte à 100% dans les free cash flow. Donc on peut avoir vraiment des différences comme ça entre les earnings et les free cash flow à long terme. Et historiquement, voilà, la croissance des free cash flow d'une entreprise est une meilleure mesure de Métrique, prédiction de la ouais. croissance, meilleure métrique, merci, de prédiction de la croissance de son cours de bourse. Voilà, globalement, Voilà. je pense qu'on a bien résumé le Je pense chapitre. qu'on Et a je fait vous le tour pour le encourage, chapitre 2. tout à fait, je vous encourage quand même à aller voir. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne dans la playlist Gagner en bourse, on vous la mettra en description, sur les flux de trésorerie justement, pour comprendre le calcul des free cash flow avec des schémas explicatifs. Donc, je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas déjà vu pour mieux comprendre tout ça. Absolument. Donc c'est parti pour le chapitre 3 que nous propose Long Equity, qui va tout simplement porter sur l'efficience du capital qui va être calculé plutôt par le free cash flow return on capital. Vous le savez, une entreprise a un cycle de vie. Elle a besoin de capital pour acheter des actifs et investir dans des projets. Et ça, ça peut être Nvidia comme l'entreprise du coin du bâtiment. C'est vraiment, ça touche toutes les entreprises. La composition du capital, il y a deux grandes choses qu'il faut savoir. Le capital, ça va être les dettes, qui vont être notamment par les obligations en bourse, et les capitaux propres. Donc, les capitaux propres, ce sont les actionnaires avec des actions. Pour faire simple, les capitaux propres représentent ce qui resterait si une entreprise vendait tous ses actifs et payait tous ses passifs. Passifs, actifs, je pense qu'on pourrait à la limite en faire une vidéo dessus. C'est quand même des choses de base, mais quand même assez complexe à comprendre. Je pense que ça pourrait être un petit sujet de vidéo, un de ces quatre. Sinon, donc, Long Equity nous propose un ratio, le free cash flow ROC, qui va être égal en fait au free cash flow divisé par le capital investi. Et ça va permettre de nous répondre à la question combien d'euros l'entreprise génère avec 100 euros de capital investi. Et là, c'est une mesure qui est très concrète parce que utiliser le free cash flow ROC plutôt que le ROE. Et c'est vrai que moi, avant, tu vois, j'utilisais le ROE. Et ben maintenant, je suis passé au free cash flow ROC qui a plus de sens. Alors juste, le ROE, c'est le résultat net divisé par l'equity, donc divisé par les capitaux propres. Et comme on vous a dit juste avant, le résultat net peut être embelli et un peu faux, en fait. Et les free cash flow, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que désormais, j'utilise le free cash flow ROC. Voilà, le problème, c'est que Ouais, comptablement, il est plus facile de trafiquer et d'embellir le résultat net que les free cash flow. Au moins, tout à fait. avec le free cash flow ROC, ça limite les risques d'entourloupe comptable. Tu veux finir là-dessus ou pas sur Ouais, le chapitre juste 3? pour conclure, donc sur le chapitre 3, c'est un chapitre assez complexe parce qu'il nous explique un peu toute la balance sheet, donc le bilan comptable. Personnellement, j'ai prévu de faire une vidéo explicative pour entrer un peu plus dans le détail sur le sujet, parce que c'est quand même quelque chose d'assez complexe. Et les free cash flow ROC, donc je vous mets la formule ici à l'écran, c'est donc les free cash flow divisés par le invested capital. Donc c'est l'équivalent du ROIC, mais dans le ROIC, normalement, c'est le résultat net qui est pris dans le ROIC classique. Ce ne sont pas les free cash flow, mais le invested capital, c'est l'equity plus les non-current liabilities. Donc en gros, ce sont les dettes à long terme. On comprend les equity plus les dettes à long terme, et ça nous donne l'invested capital, et ensuite de l'autre côté, ce invested capital, on le divise par les free cash flow de l'entreprise. Ouais, Voilà. je suis d'accord. Et d'ailleurs, Long Equity, pour ceux il nous propose un tableau qui est vraiment très bien fait. Tout simplement un classement d'entreprises qui ont eu un free cash flow ROC qui est vraiment important dans le temps, et on peut retrouver des entreprises que franchement j'aurais pas pensé, tu vois. On va retrouver Domino's Pizza, bon Hermès ça m'étonne pas, mais on va retrouver Colgate, Palmolive, Apple, Novo Nordisk par exemple. Et d'ailleurs, ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est qu'il y a beaucoup de tableaux et beaucoup de choses expliquées de façon très simple, avec des tableaux de croissance, des tableaux, axis ordonnés, etc.
Et même enfin des des graphiques. diagrammes Sankey, tu sais, avec Ouais, 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 les ouais. flux trésorerie ou balance sheet, c'est vraiment super bien expliqué. Bah, notamment quand ils comparent les deux là, Intel et l'autre entreprise, comme quoi, enfin, c'est vraiment super bien expliqué et c'est à la portée de tout le monde. Et bah d'ailleurs, ça, quand j'ai lu ça, ça m'a fait penser à ta vidéo que tu as sortie. Je pense que t'as dû t'en inspirer, tu sais, Long Equity propose notamment un classement du ROC des meilleurs et pires secteurs. Et je crois que tu en as fait une vidéo dessus. Ouais. Et donc forcément, et bah d'ailleurs si tu veux en parler, vu que tu en as fait une vidéo dessus. Ouais, moi j'avais pas pris, enfin j'avais pris la note globale IQ Invest et j'avais fait le calcul sur les pays et les secteurs pour savoir quel était en proportion le pays avec le plus d'entreprises de qualité et le secteur avec le plus d'entreprises de qualité. Au niveau des pays, c'est la Suède qui ressort top 1 avec le plus de proportion d'entreprises de qualité, donc très intéressant à savoir. On a aussi dans le top le Danemark, le Japon et l'Inde. Euh, la France est assez loin dans le top, mais l'Allemagne est encore pire à savoir. Et au niveau de la moyenne, d'ailleurs, l'Europe est en dessous aussi des États-Unis dans le top. Enfin, je vous encourage à aller voir la vidéo si vous l'avez pas vu de toute façon. Et au niveau des secteurs, c'est la santé qui ressort comme top 1 en termes de proportion d'entreprises de qualité, suivi de la tech, évidemment. Les bien conçus de base, tu vois, comme Colgate-Palmolive qui font bah, le peigne-vaisselle et le dentifrice notamment. C'est ça que je trouvais ça un peu drôle. Mm. Et les pires secteurs, bon bah là sans aucun doute, hein, ce sont les pétrolières, ultra cycliques, l'aéronautique, encore plus cyclique, et banque, summum de la cyclicité. Tout à Donc ça fait. c'était quand même assez intéressant à savoir, enfin plutôt à remarquer. Et et oui, et du coup, pour regarder ça, bah, Long Equity nous incite vraiment à regarder, à comprendre le secteur de votre entreprise. Donc, prenez vos actions en portefeuille et regardez à quel secteur elle est exposée. En gros, ses clients finaux. Et c'est vraiment ça qui est vraiment intéressant, dans le sens où, bah, par exemple, on en a fait un deep dive la semaine dernière, mais Texas Instruments, c'est une entreprise des semi-conducteurs, mais qui est vachement corrélée à l'industrie et à l'automobile. Et ça, bah, on peut pas le savoir si on n'a pas regardé les clients finaux. En gros, là, on le sait très bien, si l'industrie est au ras des pâquerettes, si on est en phase de ralentissement économique, eh ben, il y a de très grandes chances pour que le chiffre d'affaires prenne un certain coup. Et c'est pour ça que vous devez vraiment connaître les clients finaux de vos actions que vous avez en portefeuille. Et même dans vos analyses, quand vous analysez vos actions. Et donc l'objectif, selon Long Equity, ça va être de trouver une entreprise avec un ROC élevé, une croissance élevée. L'entreprise doit réinvestir ses bénéfices à des taux de rendement élevés, qui vont être notamment trouvés par le ROC, et elle doit donc verser un dividende faible ou nul. Pourquoi? Parce que si une entreprise déverse tout son argent, et ben tout simplement, elle n'a pas d'argent à réinvestir, et forcément, bah, c'est pas très rentable pour les actionnaires. Tu veux compléter là-dessus ou pas, Hugo? Non, écoute, je pense que tu as tout dit et effectivement, une entreprise avec une croissance des free cash flow élevés et des retours sur free cash flow élevés, c'est une entreprise qui a toutes les clés pour délivrer une excellente performance à long terme. Donc en fait, si vous deviez ne retenir que deux critères pour évaluer une entreprise, enfin trois avec la free cash flow margin dont on va parler après, mais les deux plus importants, ce sont vraiment ceux-là, la croissance des free cash flow. Il faut de la croissance. Si une entreprise ne fait pas de croissance, ça sert à rien de l'acheter, les gars, parce que le cours de bourse n'aura pas de croissance non plus. Et il faut également que l'entreprise ait des bons retours sur capitaux. Donc, en l'occurrence, ici mesuré avec les free cash flow return on equity, donc les free cash flow divisés par le capital investi, donc invested capital, donc l'equity plus les non-current liabilities, donc les dettes à long terme. Voilà. Absolument. Bah, c'est parti pour le chapitre 4. Allez. Donc le chapitre 4, Long Equity est très très friand du pricing power. Donc vous le savez, en plus toi tu en avais fait une vidéo dessus sur l'avantage compétitif, enfin le MOT, hein, le fameux MOT de Warren Buffett, qui va être calculé par le free cash flow margin. Une entreprise, faut le savoir, a deux relations essentielles. La première, c'est avec les investisseurs, actionnaires et prêteurs. Et la deuxième, c'est avec la supply chain, les fournisseurs
et les acheteurs. S'il y a une bonne relation avec la supply chain, les marges seront constamment élevées, forcément. Une bonne relation avec la supply chain, c'est pas bien s'entendre avec son industrie. Une bonne relation, c'est surtout tordre en deux le prix d'achat. Par exemple, Texas Instruments doit acheter à des fournisseurs des matériaux pour faire les semi-conducteurs. Si elle a une bonne relation avec ses fournisseurs, ça veut dire qu'il faut qu'elle torde au maximum les prix pour toucher le moins cher possible pour pouvoir revendre. Et c'est là où, en fait, où elle va se faire la marge. Voilà, donc une bonne relation, ça veut dire qu'elle doit acheter les matériaux vraiment pas chers pour avoir donc des marges qui sont très élevées. Les marges élevées, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire déjà maintenir des prix plus élevés et des coûts bas. Les entreprises avec du pricing power, ça va propose généralement des produits qui sont innovants. On peut prendre l'exemple d'Apple, des produits de haute qualité. En ce moment, on peut prendre Nvidia sans aucun doute. Et notamment aussi avec une fidélité à la marque dont les clients sont prêts à payer plus cher un produit plutôt qui d'année en année. Et là, c'est Hermès, tu vois, les sacs. T'as acheté un sac il y a 15 ans, le même sac aujourd'hui vaut le double, voire même plus du double, ce qui est vraiment impressionnant. Et pourtant, il y a encore des acheteurs. Ou même donc un verrouillage de la clientèle avec des contrats et abonnements. Par exemple, à Netflix, il faut reprendre cet exemple. Une fois qu'on a un abonnement, il y a tellement un frein de se désinscrire, etc. Des fois, ça peut être très compliqué. On le sait notamment dans les salles de sport. Donc voilà, si on a tout ça, c'est du pricing power et ça peut être très intéressant. Et là, je vous intéresse vraiment, si vous voulez aller chercher un peu plus loin, c'est de lire le papier de Morningstar, Not All Modes are created equal, et vous allez vraiment tout comprendre des avantages Ouais. compétitifs. Tu veux un peu rebondir là-dessus? Ça, je sais que c'est Ouais, un chapitre effectivement, qui t'intéresse on vous beaucoup. le mettra en description. Donc, not all modes are created equal. Donc, tous les avantages compétitifs ne sont pas créés de la même manière. C'est un papier qui est très intéressant, qui nous explique notamment comment Morningstar note le fameux moat avec leurs notes, donc wide, narrow et no moat, donc grand, petit et pas de moat. Et ils nous démontrent aussi Morningstar avec leur étude que les entreprises qui sont notées wide ont une meilleure performance sur le long terme que les entreprises qui sont notées petites ou avec pas de moat. Donc, personnellement, c'est un critère que je regarde beaucoup et je n'investis pas dans des entreprises qui n'ont pas une note wide. Pour ça, par exemple, que j'achèterais pas, pour citer Air Liquide, qui a une note petite sur le moat, par exemple. Apparemment, ils l'ont changé. Apparemment, Air Liquide est passé justement Ah bon? en Peut-être. haut. Par contre, c'est Euronext. Dans ta vidéo, tu dis où ça bloquait. Ouais. C'était marrant. Mais effectivement, donc les free cash flow margin, c'est très simple à calculer. Vous prenez les free cash flow, vous le divisez par le chiffre d'affaires, ça vous donne la marge free cash flow. Si la marge free cash flow est supérieure à 20%, c'est très très bon. Entre 10 et 20, globalement, c'est plutôt moyen, et en dessous de 10%, c'est pas dingue. C'est pas bien. Ça veut dire que l'entreprise n'a pas beaucoup de marge. Donc globalement, c'est le pourcentage de free cash flow qui reste par rapport au chiffre d'affaires. Si elle est de 20%, ça veut dire que pour chaque dollar que gagne l'entreprise, il y a 20 centimes qui restent à la fin en cash sur ses comptes. Très important. Et donc voilà, globalement c'est ça. Hein. Donc une démarche élevée, c'est beaucoup de pricing power. C'est un moat qui est potentiellement élevé. Alors il peut y avoir des exceptions, il peut y avoir des entreprises avec des marges élevées et sans moat, possiblement. Donc il faut regarder les deux. Hein. Il faut regarder à la fois les marges, mais il faut aussi regarder potentiellement donc la note de Morningstar sur Interactive Broker, mais essayez aussi vous-même de comprendre l'avantage compétitif et de vous dire d'où vient l'avantage compétitif de l'entreprise que vous achetez. C'est super important et c'est ce qui va vous permettre à vous, en tant qu'investisseur, de vous dire si demain votre action prend moins 50%, de savoir est-ce que c'est justifié ou pas, est-ce que son avantage compétitif est toujours en place. Si demain Apple prend moins 50% par exemple, moi je n'aurai aucun scrupule à renforcer à fond ma position parce que je sais que l'avantage compétitif d'Apple est exceptionnel et c'est surtout un avantage compétitif qui est simple à comprendre pour le commun des mortels, que vous ayez un appareil Apple ou pas. Moi personnellement je suis complètement à fond dans l'écosystème Apple. Je sais que je suis bloqué jusqu'au cou dans leur écosystème, mais parce que je le veux bien et parce que leur avantage compétitif est justement exceptionnel de par la qualité de leurs produits. D'ailleurs, quelque chose de très intéressant, c'est que dans le livre, ça peut être un peu compliqué des fois à comprendre les avantages compétitifs parce que déjà, il y en Oui, a plusieurs et ils sont expliqués quasiment un par un pendant avec des plusieurs exemples. pages. Et
et avec des exemples et ça, c'est vraiment cool donc vraiment, voilà, le manuel long equity, au top. Tu veux, enchaîner sur, chapitre 5? Ouais, effectivement, donc le chapitre 5, il nous parle de la valorisation, donc c'est le chapitre le plus complexe du livre. Je pense que moi je vais devoir le relire, d'ailleurs ce livre une deuxième fois, parce que sur ce chapitre, il y a tout qui n'est pas rentré correctement dans ma tête, notamment sur le Mmh. calcul des forward free cash flow yield. Ça, c'est quelque chose que j'ai encore un peu du mal à piger. Mais globalement, aussi pour l'évaluation, Long Equity nous prend les free cash flow et c'est vraiment le critère qu'ils vont prendre pour déterminer si une entreprise est correctement sur ou sous-évaluée. Ils vont prendre la métrique des free cash flow yield. Comment on calcule les free cash flow yield? On divise les free cash flow par action par le prix de l'action et on le remultiplie par 100 pour avoir donc le free cash flow yield. Donc s'il est de 5%, ça veut dire que si vous achetez une action 100 euros et que les free cash flow yield sont de 5%, quand vous achetez l'action, vous avez 5 euros qui sont des free cash flow de l'entreprise. Donc évidemment, plus le free cash flow yield est élevé, plus potentiellement l'entreprise est sous-évaluée et inversement, plus ils sont faibles, plus l'entreprise est surévaluée. On peut donner C'est l'exemple l'inverse du de... PER. C'est l'inverse du PER. On peut donner l'exemple de Evolution AB qui a des free cash flow yield très élevés autour de 6%, et de ASML qui a des free cash flow yield très faibles en dessous de 1%. Et c'est effectivement, donc, comme tu l'as dit, l'inverse du PER et même l'inverse du price to free cash flow qui est le ratio inverse, puisqu'on divise le prix par les free cash flow par action et non l'inverse, où là on divise les free cash flow par action par le prix. Et il nous explique aussi comment calculer donc le forward free cash flow yield, et ça c'est un aspect très intéressant sur lequel personnellement il va falloir que je me repenche parce que c'est un aspect que j'ai envie d'intégrer dans l'application également. Mais en gros, donc pour calculer le forward free cash flow yield, on prend les free cash flow actuels auxquels on applique un taux de croissance, par exemple 10% par an, et on le projette à 5 ans. Donc vous calculez en fait les intérêts composés. Si les free cash flow yield sont de là, il donne un exemple. Par exemple, vous avez des free cash flow per share, non, pardon, les free cash flow per shares de 1 $. Vous appliquez un taux de croissance dessus. Ça vous donne, par exemple, si vous appliquez 20% de croissance, vous aurez l'année d'après 1,20 $ de free cash flow per shares. Et comme ça, vous pouvez donc projeter les free cash flow per shares à 5 ans. Et ensuite, pour avoir le forward free cash flow yield, vous divisez le forecasted free cash flow per shares, donc les free cash flow per shares prévus que vous avez anticipés à 5 ans en fonction du taux de croissance que vous avez appliqué sur les free cash flow per shares, et vous le divisez par le prix de l'action actuelle, et ça vous donne en fait le forward free cash flow yield, et ça vous dit aujourd'hui, avec le prix que vous payez l'entreprise, combien est-ce que vous avez de free cash flow futur, par exemple à 5 ans ou 10 ans en fonction de ce que vous avez prévu. Et grâce à ça, avec les forward free cash flow yield, vous pouvez aussi appliquer un taux de, enfin les forward free cash flow per share, pardon, vous pouvez appliquer un taux de free cash flow yield futur et ainsi déterminer avec les nouveaux free cash flow per shares et un free cash flow yield par exemple qui reste identique ou qui diminue ou qui augmente selon l'entreprise, vous pouvez déterminer donc le prix de l'action, à combien est-ce que vous estimez qu'il sera dans les prochaines années. Ça, c'est une méthode de valorisation qui est assez simple finalement à mettre en place et plutôt puissante. C'est plus simple à mettre en place qu'un DCF par exemple. Et, et voilà, tout simplement, c'est une méthode très intéressante. Donc moi franchement le chapitre 5, tu vois, c'est vraiment, le chapitre, que j'ai préféré. C'est vraiment la meilleure partie du livre, mais par contre accrochez-vous parce que c'est aussi la plus complexe. Il y a encore des choses que j'ai pas très bien compris, parce que notamment ce que tu as expliqué, hein, les forward, free cash flow yield, c'est pas évident. Je vais le relire tout comme toi, mais ce que j'ai vraiment retenu, tu vois, c'est qu'il y a 2 moteurs de croissance du cours d'une action. L'augmentation des free cash flow per shares, la croissance, hein, et le changement de la valorisation. Les 2 sont intrinsèquement liés. Donc s'il y en a un qui grandit plus que l'autre, ça veut dire que potentiellement, soit elle est sur ou soit elle est sous-évaluée. Bon, dans la plupart des entreprises que je regarde, c'est plutôt, la surévaluation qui prédomine, mais c'est intéressant à savoir. D'ailleurs, il y a une super phrase dans le bouquin, c'est que si vous avez une vision long terme, il y a rarement un mauvais moment pour acheter une machine à composer. Donc des fois, en fait, on fait beaucoup trop une fixette sur la valorisation, mais quand notre analyse est bonne, quand l'entreprise est, alors pas, on va pas acheter Nvidia maintenant, tu vois, ou ASML, mais si c'est vraiment une entreprise de qualité,
historiquement parlant, et quand on prend le cours sur 5-10 ans, et ben, on se rend compte qu'en fait, si on l'avait acheté par exemple, je sais pas, en 2016 et on l'a acheté en 2018, tu vois, ça restait quand même une bonne affaire. Donc, c'est quelque chose, franchement, ça m'a marqué et c'est vraiment plutôt intéressant. Et ils insistent donc vraiment en conclusion dans ce chapitre, c'est premièrement, eh ben, faut pas perdre de vue la qualité de l'entreprise, la résilience de ses flux de trésorerie et l'avantage compétitif. Et après, c'est pas trop la valorisation, mais ils insistent bien comme quoi la valorisation, c'est très subjectif et ça va dépendre vraiment du couple rendement-risque que l'on est capable d'accepter. Et il y a vraiment des dizaines de façons de calculer la valorisation d'une entreprise. Par exemple, tu vois, toi, je sais que tu investis dans les entreprises. Bah, tu vois, Fortinet, tu l'as acheté à un PER de 36 et enfin dans ces eaux-là. Et c'est vrai que c'est quand même assez élevé. Moi, j'ai tendance à pas forcément investir dans des entreprises avec des PER au-dessus de 30. Mais c'est pour ça que c'est quand même, voilà, chacun a sa façon de calculer un peu sa valorisation, mais c'est très bien expliqué dans le livre, surtout le free cash flow yield. Et, et moi, c'est vrai que ça m'a un peu ouvert les yeux comparé au PER, tu vois. Mm. Tout Donc, à fait, c'est vrai qu'on a je tendance vais à regarder le vraiment. PER, mais les free cash flow, encore une fois, sont plus pertinents potentiellement pour déterminer la valeur d'une entreprise. Ouais. Donc, c'est pour ça que je vais vraiment reprendre ce chapitre parce que c'est vraiment le plus intéressant et à la fois, bah, forcément, le plus complexe à comprendre et à bien prendre en compte pour mes propres analyses. Tout à fait. Tu veux finir par le chapitre 6 ou let's go? Ouais, effectivement, donc en gros, ce qu'on peut retenir, c'est que le chapitre 6, c'est sur la construction du portefeuille. Donc là aussi, on a des éléments qui sont vraiment très très intéressants. Par exemple, déjà, le premier point, c'est évidemment la concentration. Donc maximum 20 actions en portefeuille. Pourquoi? Parce que si on a plus de 20 actions en portefeuille, en fait, on va avoir tendance à avoir la même performance que le marché, donc avoir la même performance qu'un ETF, ce qui n'a pas vraiment d'intérêt si on sélectionne des actions individuelles nous-mêmes, c'est pour faire mieux. Donc, être en dessous de 20 actions dans son portefeuille, c'est mieux. Évidemment, il faut aussi détenir sur le long terme, c'est la clé, et je le rappelle à tout le monde, tous ceux qui veulent essayer de faire des allers-retours, de machin, non, oubliez tout ça. Si vous achetez une action, c'est pour du long terme, c'est pour 5, 10, 15, 20 ans minimum, et il faut vraiment avoir une philosophie long terme si vous voulez surperformer le marché, et effectivement, il faut être concentré, mais également être diversifié au sein de son portefeuille, donc potentiellement avoir des business différents, dans des secteurs différents, dans des cœurs de métiers différents. Si on prend par exemple le secteur de la tech, c'est pas parce qu'on a 10 entreprises de la tech qu'on va être ultra concentré. Au contraire, on peut avoir des entreprises qui n'ont rien à voir dans le secteur de la tech. ASML n'a rien à voir avec Apple, qui n'a rien à voir avec Nvidia, qui n'a rien à voir avec Texas Instruments, qui n'a rien à voir avec Microsoft. Donc on va être exposé à des secteurs complètement différents de la tech, par exemple. Donc être concentré sur son nombre de positions, mais également diversifié au sein de son portefeuille. Ça sert à rien d'avoir un portefeuille composé de 10 banques, par exemple. Là, pour le coup, vous allez être ultra très peu diversifié. Et également, un point également à prendre en compte pour son portefeuille, c'est que la diversification peut aussi venir des entreprises en elles-mêmes, puisque ça c'est quelque chose que personnellement je répète souvent, mais une entreprise peut être elle-même diversifiée de manière géographique. Si on prenait LVMH par exemple, elle fait que 7% de son chiffre d'affaires en France, donc elle est déjà diversifiée mondialement, à la fois sur plusieurs produits, mais également sur plusieurs zones géographiques et plusieurs segments de marché. Et également ensuite il nous parle du scoring pour gérer son portefeuille, mais ça peut-être que tu veux rentrer un peu plus en détail dessus, Jean. Non, non, non. Ah. Et ensuite, il nous parle donc du scoring pour gérer son portefeuille. Donc en fait, on peut appliquer des scores aux entreprises qu'on a dans notre portefeuille en fonction, par exemple, de leur croissance des free cash flow, de leur taille dans notre portefeuille. On vous mettra un screenshot sûrement à l'écran ici pour que ce soit un peu plus parlant, de leur taille dans notre portefeuille et également de leur free cash flow return on capital et de leur free cash flow yield. Et ça peut nous permettre en fait d'arbitrer le portefeuille en fonction des scores des entreprises, de savoir quelle serait l'entreprise la plus intéressante à acheter pour notre portefeuille en fonction de ces critères, mais également potentiellement de virer les entreprises les moins performantes de notre portefeuille par rapport à ces critères. Personnellement, c'était un exercice que je m'étais amusé à faire et dans le bas de mon portefeuille, on retrouvait des entreprises comme Dassault Systèmes, Deutsche Börse, L'Oréal et également LVMH qui malheureusement en fonction de score arrive plutôt dans le bas du portefeuille.
Mais personnellement, donc les 3 entreprises que j'ai citées, Dassault Systèmes, Deutsche Börse et L'Oréal, ce sont des entreprises que j'ai potentiellement prévu de virer de mon portefeuille à court moyen terme, ou en tout cas que je ne vais pas renforcer. Même si Deutsche Börse, j'ai des hésitations parce que récemment, elle m'a vraiment, elle Ouais, elle a a fait des pondu bons des chiffres. annonces de résultats exceptionnelles, hein. Elle a fait une croissance de 19% au dernier trimestre. C'est Ouais, exceptionnel c'est plutôt et pas c'est mal. bien supérieur à sa moyenne historique depuis les rachats qu'elle a fait dans le milieu des logiciels notamment. Mais bref. Mmh. Absolument. Je suis d'accord et juste pour reprendre, le scoring, c'est absolument ça, hein, les moins bonnes actions, bah, généralement, faut les dégager, mais aussi ça marche à contrario. Les meilleures entreprises que vous avez en portefeuille, hein, parce qu'on a toujours, des entreprises qu'on apprécie plus que d'autres, parce qu'elles ont des meilleurs chiffres et ben, elles doivent avoir le poids le plus important dans votre portefeuille. Tu vois, au début de la vidéo, on parlait du portefeuille de long equity. Bon, bah, tu vois, Nvidia, elle est à quasiment 12% du portefeuille. Enfin, le poids d'Nvidia, ça représente 12% du portefeuille de long equity, ce qui est vraiment important. Donc, ils ont euh, comment dire, une forte conviction dans cette entreprise. Mm. Et, Et également, il nous parle aussi quelque chose que j'ai trouvé très intéressant dans le livre de 2 raisons pour lesquelles il ne faut jamais vendre une action. Raison numéro 1, c'est parce que son cours de bourse sous-performe à court terme. C'est pas parce que votre action sous-performe le S&P 500 pendant un an que vous devez la revendre. Et deuxième raison, c'est parce que son cours de bourse est trop élevé par rapport à sa valeur intrinsèque. Typiquement Nvidia. Si vous avez du Nvidia en portefeuille et que vous l'avez acheté à des niveaux de prix qui sont corrects, et que vous avez une énorme plus-value avec son corps de, et que vous estimez qu'aujourd'hui elle est surévaluée par le marché, bah, c'est pas une raison pour vendre parce que en vendant, vous allez probablement vous priver des intérêts composés et potentiellement d'une croissance encore supérieure parce que vous savez pas jusqu'où le prix peut aller, tout simplement. absolument. Et d'ailleurs, dans ce chapitre, donc la construction du portefeuille, Long Equity, au tout début, hein, il précise bien que la construction d'un portefeuille, c'est avant tout un arbitrage. C'est-à-dire qu'il faut reprendre votre thèse d'investissement, ou la faire si elle n'est pas faite, vos analyses d'actions, ou les faire si vous avez acheté sans faire d'analyse, et faire le ménage. Faire le ménage, bah voilà, faut vendre, faut acheter ou faut se renforcer, mais en tout cas, faut prendre une décision. Comme tu as dit, hein, va action max en portefeuille et ne rien vendre pendant 5 ans après l'achat. Et en fait, ça, je pense que c'est pas non plus une règle. Je pense qu'ils ont vendu des Bah, ils le actions, tu vois. respectent pas eux-mêmes d'ailleurs. Ils le respectent pas eux-mêmes, tu vois. Mais au moins, ça, quand on part avec cette méthodologie là, ça nous force à faire des analyses vraiment bah, au top du top, quoi. On n'a pas le droit à l'erreur. Bon, tu as déjà parlé de la faible rotation, comme quoi une faible rotation du portefeuille, et ben en fait, plus la rotation du portefeuille est élevée, plus la performance totale du portefeuille sera en deçà. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que il y a des frais, hein, et les frais, faut surtout pas les négliger, ça peut être vraiment important. Et donc bien s'en méfier, donc arrêter, comme tu as dit, de faire des allers-retours. Donc le scoring, bah, tu en as parlé, et moi ce que j'avais vu aussi, c'était plusieurs points à explorer. Parce que ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est qu'il y a pas mal d'axes de, comment dire, de réflexion à avoir par la suite, tu vois. Il y a pas mal d'analyses qui sont proposées par Long Equity, notamment, en fait, ce qu'ils font dans ce livre, c'est ils, ils font le résumé de plusieurs analyses, de plusieurs papiers qui sont sortis, notamment la performance des investisseurs particuliers, qui est, bah, faut que je la lise d'ailleurs, ça fait quelques pages, j'ai vu, la performance de stratégie buy and hold, donc t'achètes pour la vie. Et en fait, on voit que cette stratégie-là, bon, bah, elle cartonne, hein. Franchement, ça cartonne. Et même, d'ailleurs, je vais en faire une vidéo, je pense, très prochainement, c'est l'effet rouge à lèvres. J'en avais entendu parler très rapidement, et en fait, je me suis repenché dessus, et ça traite sur les entreprises du luxe. Comme quoi, les gens, bah, chez LVMH, ils sont toujours prêts à acheter quelque chose. Toujours, toujours, toujours. Tu vois. Donc, bon, ça va être un sujet de vidéo. Et forcément, bah, ça va être de relire ce livre pour mieux s'en imprégner, surtout Mm. le chapitre sur la valorisation. C'était un peu Ouais. ça dont je voulais vous dire, mais en tout cas, même le Effectivement, je pense chapitre 6 que est très intéressant. ouais, je pense que je vais aussi me repencher, enfin relire le livre, partir sur un deuxième round sur ce livre pour vraiment tout m'imprégner de tout.
Et voilà, je pense que tu as tout dit. Pour revenir sur cette performance des investisseurs particuliers, vous avez tous en tête la fameuse stat de 90% des gens sous-performent le marché. Moi, j'ai un gros problème avec cette stat, c'est que plus on creuse, plus on se rend compte que, en fait, ça veut rien dire. Ça veut rien dire parce que dans ces 90%, il y a tout et n'importe quoi. Vous pouvez avoir Jean-Michel qui fait du trading et qui fait 40 allers-retours par jour, comme vous pouvez avoir Jean-Luc, j'en sais rien, qui lui est un investisseur quality buy and hold et qui vend jamais. Mais le quality buy and hold est beaucoup moins répandu que Jean-Michel qui fait du trading. La plupart des gens particuliers qui investissent en bourse, on va pas se mentir, n'y connaissent rien, font à peu près n'importe quoi et vont acheter par exemple du BNP Paribas parce qu'il y a 7% de dividendes ou vont essayer de trader des trucs en faisant des allers-retours inutiles sur des positions, ils vont payer des frais, ils vont sous-performer. Et dans ces 90%, en fait, on n'a jamais d'études qui nous montrent, ok, les investisseurs quality buy and hold, est-ce qu'ils sur ou sous-performent le marché? Et moi, je pense que si on faisait une étude comme ça, on verrait qu'ils surperforment en moyenne le marché. Et c'est le cas du MSCI World Quality, donc il n'y a pas de raison pour que vous ne puissiez pas le faire vous-même. Absolument, je suis Voilà. totalement d'accord avec toi. Donc voilà, les amis, il faut vraiment que vous travaillez, parce que être en bourse, c'est beaucoup de travail, mine de rien, beaucoup d'analyse, et faut être très très méthodologique. Et ce que j'aime Oui. beaucoup, tu vois, c'est que juste avec 4 ratios, tu vois, parce qu'on se dit oui, mais pour analyser une entreprise, ça peut prendre énormément de temps, etc. Mais en fait, vaut mieux avoir une toute petite checklist, tu vois, quelques questions fondamentales. Et là, en vrai, ils font tout avec 4 ratios, tu vois. Et ces 4 ratios te forcent à regarder d'autres choses. Mais si tu vraiment prends en compte ces 4 ratios, eh ben, tu peux faire une analyse très complète de ton action et qui prend pas non plus énormément de temps. Je pense que c'est plutôt cet avantage-là dans ce livre. Tout à fait. C'est que c'est à la portée de tout le monde. Tout à fait. Et oui, non, je pense que tu as tout dit. Et peut-être pour conclure sur tout ça, on dort beaucoup mieux la nuit en investissant dans des entreprises de qualité qu'on comprend et en faisant du buy and hold qu'en essayant de faire du trading tous les jours. Je peux vous Je suis assurer d'accord. que vous serez beaucoup moins stressé, vous dormirez beaucoup mieux la nuit et vous serez beaucoup moins en train de regarder les news, qu'est-ce que fait la Fed, qu'est-ce que fait la BCE, tout ça vous vous en foutez. Tout ce que vous voulez regarder, c'est est-ce que l'entreprise a toujours son avantage compétitif, est-ce qu'elle fait des bons résultats, est-ce que les free cash flows sont toujours en croissance, et le reste, basta, on s'en fout. Je suis d'accord. Bon, en tout cas, c'est une très bonne phrase de conclusion. Merci Hugo. Et Merci écoutez, Jean. si vous aimez ce type de vidéo, on pourrait en refaire d'autres, hein. N'hésitez pas à nous donner des types de livres à Sans bagger, analyser, il faut qu'on à le fasse sur Sans bagger aussi, sans de bagueur, Chris ouais, Meyer. faut que je le lise, faut que je... Et il y en a beaucoup des livres à lire là, laisse tomber la liste. Oh. Voilà, donc en tout cas, Ouais. lisez le manuel Long Equity, prenez-en des notes, refaites votre thèse d'investissement, visez du long terme, parce qu'il n'y a que le long terme qui fonctionne en bourse. Et sur ce, Dans écoutez, la vie en n'oubliez pas, général d'ailleurs, hein, si vous êtes focus sur le court terme toute votre vie, vous allez jamais y arriver. c'est mort, c'est mort. Voilà, donc vraiment, faites vos analyses correctement, visez le long terme. N'oubliez pas les 5 étoiles sur le podcast, n'oubliez pas de le donner un petit like, un petit commentaire, c'est comme ça que la chaîne grandira. Donnez un peu de force au CAF rentable, allez vous abonner à la chaîne donc EcoInvest d'Hugo et j'investe ma propre chaîne. Et sur ce, on vous dit à lundi prochain, comme toutes les semaines, à 8 heures pour le podcast hebdomadaire. Ciao. Ciao, ciao, salut.